Philippe Gouin-Clément, bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc maire UDI de Mennecy, mais également vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Au moins 27 migrants se sont noyés hier en tentant de traverser la Manche. La faute à qui ? À l'Angleterre, à la France, à la fatalité, aux passeurs ? C'est un peu à tout le monde. C'est un drame. C'est humainement absolument terrible. C'est des femmes, des enfants. Après, il y aurait une femme enceinte. On parle de 27, mais on parle aussi de 50 personnes qui auraient embarqué. Donc, la réalité, c'est qu'on risque d'avoir des corps qui soient repêchés dans les jours qui viennent. Alors, tout le monde met la faute intégralement sur les passeurs. Ce qui est vrai, il y a une responsabilité des passeurs qui est colossale. Enfin, je trouve que c'est aussi un peu la logique ou une logique de facilité. Les passeurs, souvent, on arrête les petites mains. Après, c'est aussi d'aller chercher les réseaux. Ça pose le problème du niveau de contrôle qu'on impose sur Frontex aux frontières européennes, parce que les migrants qui passent en France sont venus par la France ou par ailleurs pour aller vers l'Angleterre. Il y a effectivement cette question d'accueil. Il y a de contrôle aux frontières. Il y a la question également de la politique de soutien à l'Afrique qu'on n'a jamais eu. Tant qu'on n'aura pas une véritable politique de développement et de soutien envers l'Afrique, eh bien, on aura de plus en plus une vague incontrôlée et irrésistible des migrations. Ça pose aussi la question du non-traitement avec l'Angleterre et de l'Angleterre qui se referme sur elle-même, où on assure aujourd'hui de faire le sale boulot pour les Anglais qui sont sortis de l'Europe. Et ils payent. Ça pose toute une série de problèmes en cascade. Les passeurs sont une des causes, mais il y a une responsabilité collective qui est absolument colossale. Donc ça veut dire réviser les accords du Touquet et éventuellement réviser Schengen. Mais on a le problème des accords du Touquet, on a le problème des conditions d'accueil des étrangers sur le pays, on a le problème du contrôle des frontières avec Frontex, on a le problème de la coopération et de l'accompagnement des pays en voie de développement qui sont vecteurs d'émigration, oui. L'épidémie se remet à flamber, 5e vague. Le gouvernement devrait annoncer aujourd'hui l'ouverture de la vaccination 3e dose pour tous les plus de 18 ans. 5 mois et non plus 6 mois après la première dose. On accélère. Est-ce que vous approuvez cette accélération et est-ce qu'en tant que maire, vous êtes capable de répondre à la demande ? Alors, je l'approuve, c'est complètement logique. Enfin, ça fait des semaines que plateau après plateau, journal après journal, on dit de toute façon on va y venir. Enfin, il y a une logique, une cohérence. Ça surprend plus personne. Dire qu'on va avoir la 3e dose, alors pour tout le monde, alors qu'elle a été ouverte aux personnes dites à risque depuis plusieurs mois, c'est une continuité logique. En tant que maire, on a la seule bémol que j'aurais, c'est qu'on a un peu désarmé le système. Dans ma commune de Mennecy, on avait un centre de vaccination qui est ouvert au mois de mars. L'État nous a demandé de le fermer il y a une dizaine de jours. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus personne ? Le nombre de vaccins faits a diminué très fortement. Au pic d'activité, on est monté sur un centre comme le mien, un peu plus de 500 vaccins jours. On est descendu à 200 jours, mais ce qui représentait toujours quelque chose. Ça risque de remonter dans les périodes qui viennent. Je pense que l'État et l'ARS a pris le parti de dire que les vaccins étant plus facilement conservables, la question des centres de vaccination pouvait être diminuée. Le problème, c'est qu'il va falloir que la médecine libérale, les médecins, les pharmaciens, les infirmières puissent assumer, ou sinon on va se retrouver à devoir réarmer des centres de vaccination. S'il faut le faire, on le fera, on sait le faire. Mais aujourd'hui, ça relève d'une décision de l'ARS. Si les autorités médicales l'autorisent, est-ce qu'il faut vacciner les jeunes enfants, c'est-à-dire en dessous de 12 ans, comme on le voit aux États-Unis ? Je n'en sais strictement rien, je suis pas médecin. Pour le coup, moi, je fais confiance aux autorités médicales et sanitaires du pays. Les tests payants ne seront plus valables que pour 24 heures et non pas 72 heures. Est-ce que c'est une pression un peu excessive sur les non-vaccinés ? Alors là-dessus, j'ai vu qu'il y avait quand même un petit peu... de contradiction, on ne sait pas exactement où ils vont mettre le curseur, 3 jours, 2 jours, une journée. Moi, ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas. On sait que la vaccination est la seule solution pour protéger un maximum de personnes. Donc, effectivement, qu'on incite, qu'on pousse à la vaccination. Le gouvernement n'a pas souhaité, depuis le début de cette crise, rendre la vaccination obligatoire. Ça aurait pu être une logique. Donc, à défaut de la rendre obligatoire, ça a été mettre les gens dans une seringue pour les amener, du fait d'une pression sociétale, à aller vers la vaccination. Dans ce cas-là, il faut assumer, il faut mettre une pression qui soit forte. Mais la vaccination reste, pour moi, le seul moyen de protéger massivement les hommes et les femmes. On pourrait passer au pass vaccinal. Pour accéder au restaurant, au cinéma, il faut être vacciné. Les tests, on oublie. Mais c'est déjà un petit peu le cas. Après, le problème qui va se poser, c'est le contrôle. Parce qu'on assiste
quand même aujourd'hui à de plus en plus de fraudes avec des gens qui rentrent avec des passes qui sont pas de leurs. Enfin, vous devez en avoir dans votre entourage. Faudrait contrôler l'identité en même temps, ça devient compliqué. Mais ce qui est extrêmement difficile à faire, alors le gouvernement dit qu'il souhaite renforcer les contrôles, notamment dans les restaurants, dans les bars. Après, ça veut dire que c'est des moyens en mobilisation qui vont être extrêmement lourds, mais la réalité, c'est qu'on commence à avoir un dispositif qui est fraudé de manière extrêmement importante. Du coup, est-ce qu'il faut préparer les esprits à des mesures plus radicales, c'est-à-dire un couvre-feu, voire un confinement, comme on le voit dans d'autres pays d'Europe? Enfin, on peut toujours tout imaginer. Moi, je crois pas à ce type de mesures. Déjà, ce qui fait que les gens acceptent le vaccin, peuvent accepter le pass sanitaire, c'est d'avoir un mode de vie à peu près normal. Si vous imposez le vaccin, l'enfermement, le confinement, il y a un moment, c'est juste intenable, c'est insoutenable. On a quand même, je trouve, une société qui va mal. On a des gens, un corps social qui est à cran. Il y a un niveau d'exaspération de la population qui est absolument terrible. On va payer un poids psychiatrique des 18 mois qu'on a vécu qui va être extrêmement lourd. Je pense qu'aller remettre le pays sous cloche, ça serait une erreur majeure. Aller imposer la vaccination, moi, ça ne me choquerait pas à l'inverse. Les classes ferment maintenant dès qu'il y a quelques cas, voire un seul cas. Ça va peut-être être allégé. Ça soulagerait une commune comme la vôtre, par exemple, où on doit fermer quelques écoles. Non, mais de toute façon, on n'a pas d'école fermée, on a quelques classes de fermées. Le problème, c'est qu'on a une éducation nationale, je le dis, qui est en dessous de tout. Moi, depuis le début de l'année, j'ai des remplacements qui ne sont plus assurés. J'ai des parents dont on dit la veille au soir à leurs enfants qui ne seront pas accueillis, à qui on redit à 8h du matin, quand ils se sont débrouillés, vous pourrez accueillir vos enfants. Il y a une gestion RH de l'éducation nationale qui n'existe plus dans ce pays, qui a été mise en schéma de tension, et c'est très bien quand on a dédoublé les classes de ZEP, mais comme il n'y a pas eu de recrutement à proportion, eh bien, quand on n'est pas en ZEP, la continuité du service public de l'éducation nationale, elle n'existe plus dans ce pays, et avec la tension qui est liée au Covid. Moi, je suis depuis la rentrée de septembre à des taux d'absentéisme, de non-remplacement qui sont colossales. J'ai eu une classe pendant pratiquement 2 semaines sans cours depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, parce que l'éducation nationale est incapable de trouver des remplaçants, ou avec des remplaçants qui succèdent les uns après les autres, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le même remplacement, il n'y a aucune continuité pédagogique. On est aujourd'hui sur un scandale de l'éducation nationale absolue dans ce pays. La campagne présidentielle continue pendant ce temps-là. Le week-end dernier, polémique après le dérapage de Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, évoquant Pasqua qui pourrait mettre une balle dans la tête de Zemmour. Il s'est excusé. Est-ce que ça a laissé des traces dans votre parti? Est-ce que vous avez eu une explication de famille? Non. C'est une phrase malheureuse, il s'en est excusé. Pour moi, ce qui me choque beaucoup plus, c'est les propos que tient monsieur Zemmour à longueur de temps, qui remet en cause le régime de Vichy, comme quoi ça aurait été quelque chose d'absolument paradisiaque, qui passe son temps à dresser les populations contre les autres, qui a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale. Ça, c'est quelque chose qui me choque. Une sortie de piste d'un dirigeant politique, en l'espèce Jean-Christophe Lagarde, ça peut arriver. Il a eu un mot malheureux, il s'en est excusé. Je pense que lui n'a jamais incité qui que ce soit à la haine sur ce sujet. On arrive au début de la fin de cette aventure Zemmour, de cet épisode Zemmour, à votre avis? Je l'espère. L'UDI envisageait de désigner un candidat à la présidentielle, puis finalement a décidé de se rallier plutôt aux Républicains. Est-ce qu'aujourd'hui ce choix est vraiment déterminé, définitif, ou est-ce qu'on pourrait vous voir revenir dans la compétition présidentielle? Non, l'UDI, nous avons notre conseil national qui va avoir lieu samedi. On va samedi arrêter sur 8 grands thèmes politiques le corpus, les projets, les idées que nous souhaitons défendre, et nous discuterons avec l'ensemble de celles et ceux qui souhaitent être candidats à la présidentielle pour savoir si on arrive à avoir avec eux un accord et une plateforme de gouvernement. Tout le sujet qui va se poser, pour qui que ce soit d'ailleurs, ça va être d'arriver à avoir des accords de gouvernement, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fond, c'est pas tant les personnes. C'est quoi le projet? L'homme ou la femme providentielle, c'est bien, enfin pour faire quoi? Vous pourriez discuter sur la base d'une plateforme comme la vôtre avec quelqu'un comme Édouard Philippe? Mais par nature, nous avons traditionnellement un accord de gouvernance avec LR. Après, moi, je considère que rien n'est jamais écrit dans le marbre et figé. Déjà, quel sera le résultat de la primaire LR? Est-ce que LR souhaitera rester sur une ligne extrêmement droitarde qui est celle de la primaire, mais c'est normal, c'est une primaire interne. Ou est-ce que LR souhaitera élargir? Si LR souhaite élargir, sur quelle base programmatique? Et pour le coup, nous, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est les idées qu'on défend. C'est qu'est-ce qu'on fait en matière d'environnement, en matière de décentralisation, en matière de politique européenne, en matière de lutte contre les fraudes. Et on ne croit pas à l'homme ou à la femme présidentielle, on croit à la personne qui acceptera de reprendre et de mettre ces idées qu'on défend sur la table. À titre personnel, j'espère que Valérie Pécresse sortira le 4 décembre parce que c'est quelqu'un avec qui on a
tout lieu de pouvoir travailler, mais ça n'est pas la seule. Par contre, il y a des personnes avec qui ce serait beaucoup plus difficile. Par exemple, Éric Ciotti ? Par exemple. Mais on voit des élus UDI le soutenir. Oui, mais vous savez, on est un parti, c'est pas non plus l'armée. Chacun est libre de sa pensée. Moi, je soutiens Valérie Pécresse, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de mes collègues, qui soutiennent Xavier Bertrand, Ciotti. Et vous discuterez avec le vainqueur pour voir. On discutera avec le vainqueur s'il a envie de discuter. Enfin, jusqu'à maintenant, M. Ciotti comme M. Barnier ont refusé toute discussion. C'est même M. Barnier qui était européen et progressiste, il devient plus réactionnaire que le plus droitard des LR. Sur les thèmes que vous évoquez, environnement, etc., vous n'êtes pas un peu frustré par les débats de cette primaire LR ? Mais on est sur une primaire qui se limite aux militants. C'est-à-dire qu'il y avait 80 000 militants LR revendiqués, 39 000 qui ont voté pour savoir s'ils faisaient une primaire ou pas. C'est la réalité du socle LR. Et donc, on est sur des candidats qui s'adressent à une niche de 40 000 personnes. Il y a eu 60 ou 70 000 nouvelles adhésions. Donc là, on est sur des gens qui ont adhéré, je pense, par conviction pour tel ou tel candidat. Mais on est sur une campagne qui est une campagne de niche. Et tout le problème de LR, le 4 décembre, ça va être de parler à la France et pas à leurs militants. Parler à leurs militants, c'est une campagne à la Bellamy, vous terminez à 9%. Le socle pour aller au deuxième tour, il sera entre 16, 17, 18% minimum. Donc, est-ce que LR a la volonté et est capable de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir sur d'autres débats. L'immigration, la justice, la police, c'est des sujets importants, mais l'environnement, le pouvoir d'achat, la question européenne, la décentralisation, c'est des sujets importants aussi. Ça vous paraît gagnable maintenant, cette élection, puisqu'il n'est plus garanti que ça soit un second tour, Macron-Le Pen ? Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'incertitude et autant d'illisibilité sur une élection. Moi, je pense que la seule alternative à un deuxième tour, Macron, extrême droite, elle se situe sur un accord, une plateforme de la droite et du centre. L'alternative, elle ne sera pas à gauche. On a une gauche qui est tellement divisée aujourd'hui qu'il n'y a pas de possibilité d'aller porter une alternance. Jean-Philippe Dugouin-Clément, merci, bonne journée. Merci.